Cet événement s'est produit il y a environ 3 ans, quelques jours seulement avant Noël, précisément le 20 décembre. À cette époque, je vivais seul dans une maison en location située juste à l'extérieur de la ville. Ce n'était pas totalement isolé, mais les habitations étaient suffisamment éloignées les unes des autres pour que, si quelqu'un criait, il y ait de fortes chances que personne ne l'entende, à moins que les fenêtres des voisins soient ouvertes. Or, en plein hiver, aucune fenêtre ne l'était. J'ai toujours été quelqu'un de prudent, du genre à vérifier les serrures plusieurs fois avant d'aller dormir. Pourtant, rien ne peut réellement vous préparer à ce qui allait se produire. Ce jour-là, je suis rentré du travail vers 16h30. La nuit tombait déjà à cause de la saison. En montant les marches du porche, j'ai remarqué un colis posé sur le paillasson. C'était une boîte de taille moyenne, emballée dans un simple papier brun. Pas de ruban, pas de décoration de Noël et surtout aucun bordereau d'expédition. Je l'ai ramassée. Elle était étonnamment légère. Ma première pensée a été que ma mère l'avait déposée. Elle habite à environ 1 heure de route et a la mauvaise habitude de laisser des cadeaux de Noël en avance, sans prévenir. Elle n'a jamais su attendre le jour J. Je me suis dit qu'elle était passée pendant que j'étais au travail et qu'elle avait simplement oublié de m'envoyer un message. J'ai donc fait entrer le colis, retiré mes bottes et verrouillé la porte derrière moi. Je l'ai posé sur le plan de travail de la cuisine, puis j'ai pris une paire de ciseaux. À ce moment-là, je n'avais absolument aucune inquiétude. Au contraire, je souriais, curieux de découvrir quel cadeau inattendu elle avait encore trouvé. J'ai découpé le ruban adhésif et ouvert les rabats de la boîte. À l'intérieur, il y avait une épaisse couche de papier bulle. Je l'ai retiré et j'ai découvert un cadre photo en bois noir, très simple. Je l'ai retourné, m'attendant à voir une photo de famille ou peut-être une image de mon chien. Mais à l'instant même où j'ai vu ce qu'il contenait, mon estomac s'est noué. Mon sourire a disparu en une fraction de seconde. C'était une photo de moi. Sur l'image, je me tenais devant l'évier de la cuisine en train de faire la vaisselle. Je portais exactement le même sweat gris que celui que j'avais mis la veille au soir. On distinguait même la vapeur qui s'élevait de l'eau chaude. L'angle de la prise de vue ne laissait aucun doute. La photo avait été prise depuis l'extérieur, à travers la fenêtre de la cuisine. L'obscurité du jardin entourait la scène. Je suis resté figé, serrant le cadre entre mes mains, incapable de bouger. Mon esprit essayait désespérément de comprendre. Qui avait pu prendre cette photo? Elle était nette, parfaitement cadrée. Ce n'était pas un cliché flou pris à la va-vite. Quelqu'un s'était tenu dans mon jardin, juste contre la vitre, et m'avait photographié pendant que je lavais tranquillement une poêle, complètement inconscient, la musique dans les oreilles. À cet instant, le silence de la maison est devenu oppressant. C'est alors que mon téléphone portable, posé sur le comptoir juste à côté de la boîte, s'est mis à sonner. Le bruit a résonné dans la cuisine silencieuse, me faisant sursauter. J'ai regardé l'écran, numéro inconnu. En temps normal, je n'aurais jamais répondu. Pourtant, avant même d'y réfléchir, mon pouce a appuyé sur le bouton vert. J'ai porté le téléphone à mon oreille sans prononcer un mot. Pendant 3 longues secondes, il n'y eut aucun son, juste le silence. Puis, un bruit étrange s'est fait entendre. Une respiration lourde, humide, comme si quelqu'un peinait à reprendre son souffle dans l'air froid. Ensuite, une voix masculine grave et rauque a murmuré « Alors, ça t'a plu ?» Mon sang s'est glacé instantanément. J'ai raccroché sans répondre, paniqué. Le téléphone m'a échappé des mains tandis que je me précipitais vers la porte arrière pour vérifier la serrure. Elle était bien fermée. Je suis allé ensuite à la porte d'entrée, verrouillée elle aussi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me sentais totalement exposé. Je me suis emparé de mon téléphone pour appeler le 911. Puis, tout a basculé. Un fracas assourdissant a déchiré la cuisine. Le bruit du verre qui explose a retenti brutalement. J'ai hurlé et je me suis jeté au sol, protégeant ma tête de mes bras. Une vague d'air glacé a envahi la pièce. En levant les yeux, j'ai compris. La fenêtre au-dessus de l'évier, celle-là même par laquelle la photo avait été prise, était complètement brisée. Des éclats de verre jonchaient plan de travail et le sol.
Au milieu de la cuisine, parmi les débris scintillants, se trouvait une pierre de la taille d'une balle de baseball. Je tremblais si violemment que j'avais du mal à me relever. Je savais que je devais quitter la cuisine immédiatement, mais mon regard restait fixé sur cette pierre. Quelque chose y était attaché. Un morceau de papier arraché d'un cahier était maintenu autour de la pierre par un élastique. Je n'aurais jamais dû m'en approcher. J'aurais dû courir me réfugier dans la chambre et verrouiller la porte. Mais soit la curiosité, soit le choc a pris le dessus. J'ai rampé jusqu'à la pierre, je l'ai saisie et j'ai détaché le papier. L'écriture était irrégulière, presque agressive. 2 mots seulement y étaient griffonnés. J'en ai d'autres. La panique m'a submergé. J'ai abandonné la cuisine et me suis enfui dans le couloir, m'éloignant de la fenêtre brisée. J'ai composé le 911, les doigts tremblants, manquant presque les touches. 911, quelle est votre urgence? Quelqu'un est chez moi, ai-je murmuré, la voix instable. Il a lancé une pierre à travers ma fenêtre. Il m'observe. La standardiste a immédiatement réagi. D'accord, madame, des agents sont en route. Êtes-vous dans un endroit sûr? Je suis dans le couloir. Toutes les portes sont verrouillées. Très bien, restez en ligne avec moi. Recroquevillé dans le couloir, le téléphone serré contre moi, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Le message disait « J'en ai d'autres ». À cet instant précis, mon téléphone a vibré contre mon oreille. Ce n'était pas un appel, c'était un message, provenant d'un numéro masqué. J'ai éloigné le téléphone un bref instant pour regarder l'écran. Un fichier image venait d'arriver. J'ai hésité, puis je l'ai ouvert. Mes yeux se sont remplis de larmes. Cette photo n'avait pas été prise depuis l'extérieur. Elle venait de l'intérieur de ma maison, de ma chambre. On m'y voyait endormi dans mon lit. L'horodatage indiquait 3 heures du matin, le même jour. Il n'avait pas seulement rôdé autour de ma maison, il était entré. Pendant que je dormais, il s'était tenu au-dessus de moi, avait pris cette photo, puis était reparti sans que je ne me rende compte de quoi que ce soit. « Madame, vous êtes toujours là ?» demanda la voix du répartiteur. « Il était à l'intérieur, » ai-je réussi à dire en étouffant un sanglot. « Il a une photo de moi pendant que je dormais. » Puis j'ai entendu le bruit caractéristique de la neige écrasée sous des pas. Cette fois, cela ne venait pas de l'arrière de la maison, c'était devant. Des bottes lourdes montaient sur les lattes en bois du porche, les planchons grinçaient. Il ne s'enfuyait pas. Il se dirigeait droit vers la porte d'entrée. J'ai reculé en catastrophe, remontant l'escalier pour mettre le plus de distance possible entre moi et la porte d'entrée. La poignée s'est alors mise à trembler violemment. Il ne faisait plus aucun effort pour rester discret. Il secouait la porte, testant le verrou. « Il est à la porte !» ai-je crié au téléphone, paniqué. « Les agents arrivent, madame. Ils sont à 2 minutes !» m'a répondu la standardiste. 2 minutes. Dans ce genre de situation, 2 minutes peuvent sembler interminables. Soudain, les secousses se sont arrêtées. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il avait abandonné. Mais l'instant d'après, un coup sourd a percuté la porte. Il utilisait tout son poids pour tenter de l'enfoncer. Le bois a gémi. J'ai vu le cadre de la porte vibrer sous l'impact. Je me suis précipité dans la salle de bain située en haut des escaliers et j'ai verrouillé la porte derrière moi. C'était la seule pièce sans fenêtre, assez grande pour qu'une personne puisse y entrer. Je me suis réfugié dans la baignoire vide, tirant le rideau de douche, agrippant une bouteille d'eau de Javel rangée sous le lavabo comme unique moyen de défense. En bas, un craquement violent a retenti. Le cadre de la porte d'entrée venait de céder. Des pas lourds ont résonné sur le sol en bois du rez-de-chaussée, montant lentement vers l'escalier. J'ai retenu mon souffle, plaquant ma main sur ma bouche pour étouffer mes sanglots. Il ne courait pas, il avançait calmement. « Je sais que tu aimes les photos », a lancé une voix depuis le bas de l'escalier. C'était la même que celle au téléphone. « J'en veux juste une dernière, une seule, en face à face. » J'ai entendu son pied posé sur la première marche. Puis soudain, des sirènes. Des lumières bleues et rouges ont commencé à clignoter contre les carreaux de la salle de bain, filtrant à travers la petite fenêtre d'aération. Le hurlement des sirènes a retenti au dehors. C'était, sans exagérer, le plus beau son que j'ai jamais entendu.
Les pas dans l'escalier se sont arrêtés net. J'ai ensuite entendu l'homme faire demi-tour en courant, se dirigeant vers la cuisine. Un grand fracas a suivi, puis des cris puissants. « Police! Montrez vos mains !» Je suis resté recroquevillé dans la baignoire pendant de longues minutes, incapable de bouger, le cœur battant à tout rompre. Finalement, une policière a frappé doucement à la porte de la salle de bain et m'a assuré que je pouvais sortir. L'endroit était sécurisé. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Les agents ont découvert des empreintes menant de la porte arrière jusqu'au bois derrière la propriété, mais les traces se perdaient sur une route dégagée à environ 1 kilomètre de là. La maison a été entièrement fouillée. Ce qu'ils ont découvert m'a poussé à déménager dès le lendemain. Dans mon placard, dissimulé derrière mes manteaux d'hiver, se trouvait un petit sac de couchage et des emballages de nourriture vides. D'après la police, il vivait là depuis au moins 3 jours. Il m'observait. Il attendait que je m'endorme pour sortir. Le colis déposé sur le porche n'était qu'un message, une façon de me faire comprendre que pour lui, tout cela n'était qu'un jeu. Aujourd'hui, je vis dans un immeuble au 3e étage. J'ai installé des caméras dans chaque pièce. Et pourtant, lorsque je fais la vaisselle le soir et qu'il fait nuit dehors, je n'arrive plus à regarder par la fenêtre. J'ai trop peur de croiser un regard qui m'observerait en retour. J'avais 10 ans lorsque ma vie a basculé. Mes parents se sont séparés et, sans vraiment comprendre pourquoi à l'époque, je suis allé vivre chez mon père. Je suis passé d'un quartier animé, rempli d'enfants que je connaissais tous, à une banlieue calme et étendue où je ne connaissais absolument personne. L'adaptation a été difficile. Mon père faisait de son mieux, mais il travaillait énormément. Je passais donc beaucoup de temps à errer dans la maison ou assis sur le porche, à m'ennuyer. La seule chose rassurante, c'est que mon père était déjà ami avec une famille qui habitait juste un peu plus bas dans la rue. Une mère célibataire avec 3 enfants. Par chance, l'enfant du milieu était une fille prénommée Ashley. Elle avait 2 ans de plus que moi, 12 à l'époque, ce qui semble énorme quand on est enfant, mais elle était assez gentille pour me laisser traîner avec elle. Nous n'étions pas de vrais amis proches, plutôt une relation de circonstances. Nos parents se voyaient souvent, alors on se retrouvait ensemble lors des barbecues ou des repas. Avec les années, la différence d'âge s'est estompée et nous avons fini par fréquenter le même groupe d'enfants du quartier. Quand j'ai eu 12 ans et Ashley 14, tout semblait normal. Nous avions une bande solide. Parmi eux se trouvait mon bon ami Rob. Tout cela s'est produit 1 semaine avant Noël. L'ambiance dans le quartier était agréable, les maisons étaient décorées, une fine couche de neige recouvrait le sol et nous attendions tous avec impatience les vacances scolaires. Un soir, la mère d'Ashley travaillait tard. Elle exerçait un métier d'aide sociale, ou quelque chose d'approchant. Je n'ai jamais vraiment su son titre exact, seulement qu'elle aidait des personnes en grande difficulté. Ce soir-là, Ashley et son petit frère, âgé d'environ 9 ans, étaient seuls à la maison. Rob est passé leur rendre visite. Avec le recul, je sais qu'il avait probablement un faible pour Ashley. Officiellement, il n'était pas censé être là en l'absence de sa mère. Dans notre quartier, les parents étaient stricts sur ce genre de choses. Le plan était simple. Rob partirait avant que la voiture de sa mère ne se gare dans l'allée. Pendant ce temps, j'étais chez mon père, sûrement en train de jouer aux jeux vidéo, totalement ignorant de ce qui se déroulait quelques maisons plus loin. D'après Rob, ils étaient simplement assis dans le salon à regarder la télévision, tandis que le petit frère d'Ashley jouait dans une autre pièce. Il était environ 20 heures lorsqu'ils ont entendu frapper à la porte d'entrée. Ce n'était pas un coup ordinaire. La mère d'Ashley avait une façon bien précise de frapper lorsqu'elle oubliait ses clés ou voulait qu'on lui ouvre rapidement. Une série de petits coups reconnaissables entre tous. En entendant ce rythme familier, Ashley s'est levée d'un bond. Elle a fixé Rob, les yeux écarquillés. Tous les deux ont paniqué, convaincus que sa mère était rentrée plus tôt que prévu et que Rob allait se faire surprendre. Sans réfléchir, il a filé vers l'arrière de la maison, ouvert la fenêtre de la buanderie, s'est glissé de l'or et a sauté dans le jardin. Il a traversé la neige en courant, coupé par le terrain du voisin et rejoint sa maison un peu plus loin dans la rue. Plus tard, il m'a raconté qu'il se sentait soulagé, persuadé d'avoir échappé au pire. Il est monté dans sa chambre, a repris son souffle et a probablement passé le reste de la soirée à jouer, convaincu que tout était rentré dans l'ordre. Mais la personne derrière la porte n'était pas la mère d'Ashley.
Pensant qu'elle attendait dehors dans le froid, Ashley a déverrouillé la porte et l'a ouverte. Sur le pas se tenait une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'enquête a révélé par la suite que cette femme était la sœur d'une personne suivie par la mère d'Ashley dans le cadre de son travail. Cette femme souffrait de graves troubles mentaux et venait tout juste de sortir d'un établissement spécialisé. Pour une raison qui reste floue, rancœur, obsession ou confusion, elle s'en était prise à la mère d'Ashley. Elle l'avait surveillée, avait appris ses horaires, repéré sa maison et, plus effrayant encore, mémorisé le code secret des coups à la porte. Dès qu'Ashley a ouvert, la femme s'est introduite de force dans la maison. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans le couloir, et honnêtement, je préfère ne pas le savoir. Ce qu'on sait, c'est que le petit frère d'Ashley a entendu du bruit. Il a jeté un coup d'œil depuis l'autre pièce et a compris qu'un danger grave était en cours. Il n'a pas crié. Il a fait preuve d'un sang-froid incroyable. Il est fui par l'arrière et est allé frapper chez les voisins jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Les secours ont été appelés immédiatement. Je me souviens avoir été réveillé par le hurlement des sirènes. Pas une seule, mais plusieurs à la fois. On aurait dit que toutes les voitures de police du secteur convergeaient vers notre rue. Mon père est entré précipitamment dans ma chambre et m'a ordonné de rester loin des fenêtres. Évidemment, je n'ai pas obéi, j'ai regardé. La rue était baignée de lumière rouge et bleue qui se reflétaient sur la neige, au point d'en être presque aveuglante. Une ambulance était garée devant la maison d'Ashley, mais elle ne semblait pas pressée de repartir. Même à mon âge, je savais que ce n'était jamais bon signe. Les détails n'ont émergé que plusieurs jours plus tard, et encore aujourd'hui, c'est difficile à raconter tant cela ressemble à un cauchemar irréel. Ashley n'avait pas survécu à cette nuit. Ce qui s'était passé dans cette maison dépassait tout ce que mon esprit d'enfant pouvait comprendre. La femme avait été retrouvée assise calmement dans le salon lorsque la police est arrivée. Elle n'a opposé aucune résistance. Ashley, elle, avait été emmenée dans la salle de bain. La scène était si traumatisante que mon père a eu un haut-le-cœur lorsqu'il en a appris certains éléments. Le cercueil, lors des funérailles, est resté fermé. La police a d'abord cherché un élément manquant. La maison était décorée pour Noël, un sapin dans le salon, des cadeaux empilés en dessous. Et c'est là, parmi les paquets, qu'ils ont finalement trouvé ce qu'ils redoutaient. Cette découverte a marqué à jamais tous ceux qui en ont eu connaissance. Le choc a été immense pour le quartier. Rob était détruit. Il répétait sans cesse que s'il n'était pas parti par la fenêtre, peut-être aurait-il pu intervenir. Peut-être qu'Ashley serait encore en vie. Il a porté ce poids pendant des années. Mais la réalité est simple et cruelle. S'il avait été là, il y aurait probablement eu une victime de plus. Il n'était qu'un enfant face à une adulte armée et imprévisible. Je n'ai pas assisté aux funérailles. Mon père estimait que ce serait trop dur pour moi, et avec le recul, je pense qu'il avait raison. Cette année-là, Noël a été annulé chez nous. Pas de décoration, pas de cadeaux, rien ne semblait avoir de sens. Je n'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit, ni à ma femme, ni à mon frère, ni même à la police. Parfois, garder le silence est une question de survie, surtout quand on a une famille à protéger. Cette histoire s'est déroulée il y a 4 ans, au début du mois de décembre. Cette année-là, ma femme Katie tenait absolument à avoir un vrai sapin de Noël. D'habitude, nous allions simplement dans un parking de magasin, choisissons un sapin déjà coupé et le fixions sur le toit de la voiture. Mais cette fois, elle avait vu passer une publication sur Instagram montrant des familles allant couper leur propre sapin en pleine forêt nationale. Elle trouvait l'idée charmante, presque magique, et voulait en faire une tradition. J'ai accepté. Le seul problème, c'est que nos emplois du temps ne nous permettaient pas d'y aller le week-end. J'ai donc décidé de poser une demi-journée un mardi et d'y aller seul pour faire une surprise à Katie et à notre fille Léa, qui avait 5 ans à l'époque. J'ai pris mon pick-up et roulé vers les montagnes. Dans notre état, il est possible d'acheter un permis à 10 $, autorisant la coupe d'un sapin dans certaines zones précises. J'ai dépassé les secteurs les plus fréquentés, déjà bien dégarnis, car je voulais trouver un arbre vraiment beau. J'ai fini par emprunter une piste en terre qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt. C'était toujours une zone autorisée, simplement plus éloignée. Il était environ 15h30 lorsque je me suis garé.
En montagne, le soleil se couche tôt, et la lumière commençait déjà à devenir terne et grise. L'air était glacial, probablement autour de -7 degrés. J'ai attrapé ma scie manuelle et mes gants de travail, verrouillé le véhicule, puis je me suis enfoncé entre les arbres. Le silence était frappant, trop parfait. La neige, épaisse d'une quinzaine de centimètres, craquait bruyamment sous chacun de mes pas. Après une quinzaine de minutes de marche, je suis arrivé dans une clairière. Et là, je l'ai vu. Un sapin magnifique, droit, dense, d'environ 2 mètres de haut. Exactement ce que je cherchais. Je me suis agenouillé et j'ai commencé à scier le tronc. Couper un arbre frais demande bien plus d'efforts qu'on ne l'imagine. Rapidement, je transpirais malgré le froid, respirant lourdement. Le bruit régulier de la scie résonnait dans la forêt. C'est alors que je l'ai entendu. Ce n'était pas le bruit d'une branche qui se brise. C'était autre chose. Le son sourd et reconnaissable de la neige qui se tasse sous un pas. Crunch. Je me suis immédiatement arrêté de scier. Le bruit a cessé aussitôt. « Allô » ai-je lancé, la voix résonnant faiblement entre les arbres. Aucune réponse. Rien d'autre que le vent glissant dans les aiguilles des pins. Je me suis convaincu qu'il s'agissait sans doute d'un animal, ou peut-être d'une autre personne venue chercher un sapin. J'ai repris mon travail, mais plus rapidement, avec une nervosité nouvelle. Une sensation désagréable s'est installée dans mon dos, ce picotement que l'on ressent quand on a la certitude d'être observé. J'ai donné les derniers coups de scie et l'arbre s'est abattu dans un souffle étouffé. Sans perdre de temps, j'ai attrapé le tronc et commencé à le traîner en direction de la route. Faire glisser un sapin dans la neige est épuisant. Après quelques dizaines de mètres, j'ai dû m'arrêter pour reprendre mon souffle. C'est là que j'ai regardé derrière moi, vers l'endroit d'où je venais. À une 50aine de mètres, partiellement dissimulée derrière un groupe serré d'épicéas, une silhouette sombre se détachait sur la blancheur de la neige. Dès que mon regard s'est posé sur elle, la forme s'est déplacée pour se cacher derrière un tronc. Ce n'était pas un animal. C'était trop grand. C'était une personne. La panique m'a saisi à la poitrine. Cette fois, je n'ai pas appelé. J'ai simplement serré le sapin plus fort et accéléré le pas. Le bruit est revenu derrière moi. Des pas. Plus rapides, plus lourds. Quelqu'un courait. J'ai lâché l'arbre sans hésiter et me suis mis à sprinter sur les 100 derniers mètres menant à mon véhicule, le cœur battant à m'en rompre la poitrine. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que je fonçais vers le pick-up. Derrière moi, j'entendais clairement quelqu'un traverser les broussailles à toute vitesse, se rapprochant dangereusement. J'ai débouché hors des arbres et atteint enfin la piste. En sortant mes clés, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à appuyer sur le bouton de déverrouillage. Arrivé du côté conducteur, j'ai saisi la poignée et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Le véhicule penchait légèrement sur la gauche. Mon regard est descendu vers les roues et mon estomac s'est noué. Les 2 pneus du côté conducteur étaient complètement à plat, lacérés. Le caoutchouc était déchiré. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un m'avait tendu un piège. Je n'ai même pas eu le temps d'assimiler ce que je voyais. J'ai entendu le craquement de la neige à nouveau, mais cette fois-ci, pas seulement derrière moi, aussi devant. « Hé !» a crié une voix. Je me suis retourné brusquement. 3 hommes avançaient vers moi depuis le haut de la piste. Ils portaient des vestes épaisses, des jeans sombres et surtout des cagoules noires qui cachaient entièrement leur visage. J'ai jeté un coup d'œil en direction de la forêt. L'homme qui me poursuivait venait d'en sortir. Lui aussi était masqué. J'étais encerclé. « Prenez le camion !» et je bafouillais en levant mes clés. « Prenez ce que vous voulez !» Le plus grand des hommes, celui qui venait de la route, n'a rien dit. Il a simplement foncé sur moi. J'ai tenté de résister, mais ce fut inutile. Il m'a projeté violemment contre la carrosserie. Ma tête a heurté le métal et des points lumineux ont envahi mon champ de vision. Avant que je ne puisse reprendre mes esprits, les autres étaient déjà sur moi. Ce n'était pas un affrontement, c'était un passage à tabac. Je me suis recroquevillé dans la neige, essayant de protéger ma tête, tandis qu'il me forçait à me relever contre le camion. Le sang coulait de mon nez et gouttait sur ma veste, tandis qu'il me maintenait plaqué contre la portière. Le plus imposant des hommes s'est placé face à moi. Il a fouillé dans ma poche et en a tiré mon portefeuille ainsi que mon téléphone. « Déverrouille le téléphone », a-t-il ordonné d'une voix calme, un calme glaçant. « Pourquoi ?» ai-je réussi à articuler. Sa réponse a été immédiate. Un coup dans le ventre m'a coupé le souffle et plié en 2.
Déverrouille-le. Les mains tremblantes, j'ai posé mon pouce sur l'écran pour activer le téléphone. Il me l'a arraché aussitôt et a commencé à faire défiler le contenu. Il ne cherchait pas des applications bancaires. Il regardait mes photos, puis mes notes, ensuite mes contacts. Il a relevé la tête, tenant mon portefeuille. Il a sorti ma carte d'identité. « Robert » a-t-il lu à voix haute, puis il a prononcé mon adresse complète. Ensuite, il m'a montré l'écran de mon téléphone. Une photo de ma fille Léa, prise le jour de sa rentrée à l'école maternelle. Elle souriait devant le panneau de l'établissement. « Jolie petite » a-t-il commenté. « Léa, c'est ça ? Elle va à l'école de Creekwood. » J'ai senti le froid envahir tout mon corps. « S'il vous plaît, je suppliais, prenez l'argent, prenez tout, ne leur faites rien. » L'homme s'est approché encore plus près. Je pouvais sentir son souffle à travers le tissu de sa cagoule. « On garde le téléphone et le portefeuille, » a-t-il dit. « Et toi, tu restes ici jusqu'à ce qu'on soit loin. » Il a marqué une pause, puis a ajouté « Tu n'appelles personne pendant au moins 1 heure, et quand tu le feras, tu diras que tu as roulé sur quelque chose de tranchant. » Il m'a attrapé par le col. « Si tu vas voir la police, si tu parles des masques, si tu donnes la moindre description, » il a désigné le téléphone. « On sait où tu dors, on sait où Léa va à l'école, on sait à quelle heure elle descend du bus. Tu as compris ?»« Oui, » j'ai murmuré. Satisfait, il m'a repoussé dans la neige. Ils se sont retournés sans un mot et ont remonté calmement la piste jusqu'à un vieux SUV rouillé, dissimulé à moitié dans les broussailles, que je n'avais même pas remarqué en arrivant. Le moteur a démarré, puis le véhicule a disparu au loin. Je suis resté étendu dans la neige pendant de longues minutes, paralysé par la peur, persuadé qu'il reviendrait au moindre mouvement. Finalement, je me suis redressé. J'étais frigorifié, couvert de bleu et encore sonné. Mon camion était inutilisable. Sans téléphone ni portefeuille, je n'avais pas d'autre choix que de marcher. J'ai parcouru près de 5 kilomètres dans le froid avant de capter enfin du réseau. Une voiture s'est arrêtée, un couple âgé, visiblement inquiet en me voyant dans cet état. Quand ils m'ont proposé leur téléphone, je n'ai pas appelé la police. J'ai appelé ma femme. Je lui ai raconté que j'avais crevé, que j'avais glissé dans un fossé et que j'avais perdu mon téléphone en essayant de dégager le véhicule. Elle s'est inquiétée, mais elle m'a cru. En rentrant à la maison ce soir-là, j'ai serré Léa dans mes bras plus fort que jamais. Elle s'est plaint que je l'écrasais. 3 mois plus tard, nous avons déménagé. J'ai expliqué à ma femme que j'avais reçu une offre de travail dans un autre État. C'était faux. J'avais simplement démissionné. Je ne pouvais plus supporter l'idée de vivre quelque part en sachant que des inconnus savaient exactement où ma fille dormait. Je n'ai pas annulé mes cartes bancaires tout de suite. J'ai attendu un jour, de peur qu'un geste trop rapide n'attire leur attention. Je n'ai jamais signalé l'agression. Certaines histoires restent enfouies, non pas par lâcheté, mais parce que parfois protéger les siens passe avant tout le reste.